J'ai 41 ans. Je répare des tracteurs. Je raccommode des clôtures. Je me lève à 5 heures du matin parce que les vaches se fichent de votre horaire de sommeil. Todd a 38 ans. Il vend des maisons à des riches en ville. Conduit une Lexus qui coûte plus que ce que la plupart des gens d'ici gagnent en 2 ans et se présente au dîner de famille en sentant le parfum cher et l'arrogance. Maman est morte quand j'avais 19 ans. Cancer des ovaires. Brutal et rapide. Après ça, il n'y avait plus que moi, papa et la ferme. Todd est parti à l'université avec une bourse d'études en commerce. Il est revenu avec un diplôme et une attitude. Je suis resté. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. La ferme n'est pas immense pour les normes de l'Iowa. 200 acres de terre décente, un peu de pâturage, une grange qui a connu des jours meilleurs, et la maison principale où vivait papa. J'avais l'ancien cottage du contremaître, à environ 400 mètres sur la route de terre. C'est petit, mais c'est à moi. Une chambre, une cuisine qui peut à peine contenir une table, et un porche où je bois mon café tous les matins en regardant le soleil se lever sur des champs qui sont dans notre famille depuis 1947. Papa est tombé malade il y a environ 2 ans. Des problèmes pancréatiques, puis son cœur, puis juste la vieillesse qui s'accumulait comme des vautours sur une charogne. Il ne pouvait plus travailler. Pouvait à peine marcher jusqu'à la salle de bain certains jours. Alors, j'ai fait ce que j'ai toujours fait. Je m'en suis occupé. J'ai fait tourner l'endroit. Je me suis occupé des pannes de matériel, des factures de vétérinaire, des impôts fonciers, tout le cirque. Todd a commencé à se montrer plus souvent une fois que papa est devenu vraiment malade. Toutes les 2 semaines, il arrivait dans cette Lexus brillante. Il se garait là où elle ne se salirait pas et entrait dans la maison principale comme s'il en était le propriétaire. Il apportait toujours des papiers importants, disait-il. Des trucs juridiques, des trucs financiers, des choses qui nécessitaient apparemment son expertise. Je me souviens d'un samedi matin, j'étais sous la vieille camionnette Chevy, essayant de remplacer une conduite de carburant rouillée. J'avais mal au dos. Mes mains étaient noires de crasse et j'ai entendu ce ronronnement familier du moteur. Todd s'est approché, toujours dans ses chaussures de ville, et m'a regardé comme si j'étais quelque chose de collé à sa semelle. Il a dit, « Et Marc, tu as vérifié le niveau d'huile de ce truc dernièrement ou tu attends juste qu'il se grippe ?» Ce n'était pas une question, c'était une déclaration. Comme si j'étais une sorte d'idiot qui ne savait pas entretenir un véhicule. Je conduisais depuis l'âge de 16 ans. Je n'ai pas répondu. J'ai appris il y a longtemps qu'avec Todd, le silence fonctionne mieux que la dispute. Il prend votre silence pour de la stupidité, ce qui est exactement ce que vous voulez qu'il pense. Papa a commencé à changer à cette époque. Ou peut-être que Todd a commencé à le changer. Difficile à dire, mais soudain, chaque conversation que j'avais avec le vieil homme semblait supervisée. Todd était toujours là, planant, intervenant avec des commentaires sur la façon dont la clôture du pâturage nord s'affaissait, comment le toit de la grange avait besoin de travaux, comment je devrais appeler un professionnel pour ceci ou cela. Puis est venue la procuration. Todd l'a expliqué à papa un après-midi alors que j'étais en train de réparer le système d'irrigation. Le temps que je revienne à la maison, boueux et épuisé, c'était fait. Todd avait le contrôle légal des finances de papa pour sa protection, a dit Todd. Pour qu'il n'ait pas à se soucier des questions fiscales compliquées, des factures médicales et de toute cette paperasse stressante. J'ai juste hoché la tête. Qu'est-ce que j'allais faire? Discuter? Papa était assis là, l'air fatigué et petit dans son fauteuil inclinable, et il semblait soulagé, comme si Todd venait de lui enlever un poids. Peut-être qu'il l'avait fait. Ou peut-être qu'il venait de donner à mon frère les clés du royaume. Les choses ont empiré après ça. Todd a commencé à gérer les niveaux de stress de papa, comme il l'appelait. Apparemment, j'étais une source de stress. Soudain, je ne pouvais plus parler à papa seul. Todd était toujours là. Où il appelait en plein milieu de nos conversations. Où il organisait ses réunions de famille où il suggérait gentiment que je ne gérais peut-être pas la ferme aussi bien que je le pensais. Il avait des graphiques, de vrais graphiques imprimés montrant les coûts d'entretien et les dépenses prévues. Il pointait des chiffres et secouait la tête tristement, comme un médecin annonçant une mauvaise nouvelle. Papa me regardait avec cette expression que je n'avais jamais vue auparavant. De la déception mêlée de pitié, comme s'il me voyait clairement pour la première fois et réalisait que je n'étais pas celui qu'il pensait. Marc Aurèle a écrit que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'offense.
J'ai beaucoup pensé à cette citation pendant ces mois. J'y pensais chaque fois que Todd me tapait sur l'épaule et me disait de ne pas m'inquiéter la tête avec les finances familiales complexes. J'avais une échappatoire. Les mardis soirs. Chaque mardi soir, sans faute. Todd s'asseyait dans le salon de papa, lisant le Wall Street Journal, sirotant une bière artisanale qu'il avait apportée de la ville, parlant des tendances du marché et des opportunités d'investissement qui me passaient au-dessus de la tête comme des avions de chasse. Et moi, je retournais à mon cottage, j'ouvrais mon ordinateur portable qui tenait avec du ruban adhésif et des prières, et je lisais les documents les plus ennuyeux de tout Internet. Les procès-verbaux des réunions du conseil de comté. Je sais ce que vous pensez. Les procès-verbaux du conseil de comté. C'est là que vous tracez la ligne entre l'excitant et regardez la peinture sécher, puis vous faites 10 pas vers la peinture. Mais mon grand-père, le père de papa, m'a dit quelque chose quand j'avais 15 ans. Il a dit, Marc, l'argent ne se cache pas dans les endroits excitants. L'argent se cache dans la paperasse ennuyeuse que personne ne veut lire. Les hommes riches prêtent attention au marché boursier. Les hommes intelligents prêtent attention au comité de zonage. Grand-père a fait une petite fortune en achetant des parcelles de terrain dans le comté dans les années 70 et 80. Rien de sexy, juste de petites parcelles étranges que personne ne voulait jusqu'à ce que, soudainement, le comté en ait besoin pour des servitudes de services publics ou des élargissements de routes. Il les revendait pour 3 fois ce qu'il avait payé. Il ne lisait pas le Wall Street Journal. Il lisait les rapports d'annexion. Donc, tous les mardis, pendant que Todd était sophistiqué dans la maison principale, j'étais dans mon cottage, lisant sur les permis de système septique et les litiges de drainage. Des trucs fascinants. Du vrai matériel de page Turner. Mais j'ai lu chaque mot. Chaque mot. La plupart étaient exactement aussi ennuyeux que vous vous y attendriez. L'installation de feux de circulation, les allocations budgétaires pour la foire du comté, des débats houleux sur l'autorisation des poulets à l'intérieur des limites de la ville, la démocratie en action, les amis. Mais il y a 8 mois, j'ai vu quelque chose. Juste une ligne, facile à manquer si vous ne prêtiez pas attention. Point 60b, examen de la modification du zonage pour un projet d'infrastructure, période de consultation publique prolongée. C'était tout. C'était tout. Mais il y avait une référence de pièce jointe, un numéro de parcelle, et quand j'ai cliqué sur la base de données de l'évaluateur du comté, qui est à peu près aussi convivial qu'un porc-épic dans un sac de couchage, j'ai trouvé l'emplacement, l'ancienne carrière Johnson. Notre terre. Eh bien, techniquement, c'était une parcelle distincte, 10 acres sur le bord et de la propriété. Elle était dans la famille depuis toujours, mais personne ne l'utilisait. Il y avait une ancienne carrière de calcaire là-bas, fermée dans les années 50. Maintenant, ce n'était que des broussailles, des rochers et des serpents occasionnels. Nous l'appelions là, terre à déchets. L'endroit où l'on jetait du vieux matériel trop cassé pour être réparé, mais trop cher à transporter. Le point 60b concernait cette terre. À propos de la modification de sa classification de zonage. Projet d'infrastructure. Cela pouvait signifier n'importe quoi. De nouvelles lignes électriques, une tour de téléphonie cellulaire, une usine de traitement des eaux, ou cela pouvait ne rien signifier du tout. Ça pouvait être un remaniement bureaucratique qui revenait à déplacer des papiers d'un classeur à un autre. Je ne savais pas, mais je savais quelque chose que Todd ne savait pas. Je savais que cet article existait. J'ai mis la page en signet, j'ai commencé à la vérifier tous les mardis. La période de consultation publique n'arrêtait pas de se prolonger. Puis l'article disparaissait de l'ordre du jour pendant des semaines, puis réapparaissait avec une formulation légèrement différente. Modification de zonage est devenu dérogation de zonage est devenu ajustement de l'utilisation des terres. Les bureaucrates tournaient autour de quelque chose. Mais je ne pouvais pas comprendre quoi. Je n'ai rien dit à personne. Ni à papa, ni à Todd, ni même à mon copain Ray qui tient un magasin d'aliments pour animaux et c'est tout sur tout le monde dans le comté. J'ai juste regardé et j'ai continué à réparer des tracteurs. Todd pensait que j'étais simple. Papa pensait que j'avais des difficultés. Ils pensaient tous les deux que je passais mes mardis soirs à boire de la bière et à regarder la télévision comme tous les autres mécanos du comté. Peut-être que j'étais simple. Peut-être que cette notation de parcelle ne signifiait rien. Peut-être que je me raccrochais à des brindilles parce que j'avais besoin de quelque chose, n'importe quoi pour me donner l'impression d'avoir un certain contrôle sur ma vie alors que mon frère prenait systématiquement tout ce qui comptait.
Mais mon grand-père avait raison sur une chose. L'argent se cache dans la paperasse ennuyeuse. Et le point 60B, quoi qu'il signifie, quoi qu'il en soit, concernait notre terre. La terre à déchets. La terre à laquelle personne ne pensait ou ne se souciait, la terre dont quelqu'un au niveau du comté se souciait assez pour continuer à en parler réunion après réunion. J'ai fermé mon ordinateur portable cette nuit-là, je suis sorti sur mon porche, j'ai regardé vers le bord et de la propriété où l'ancienne carrière était dans l'obscurité. 10 acres de rien. Des rochers, des serpents à sonnettes et du matériel rouillé. Ou peut-être pas rien. Je ne le savais pas encore. Mais je regardais. Et contrairement à Todd avec son Wall Street Journal, son analyse de marché et ses stratégies d'investissement sophistiquées, je lisais le seul document qui comptait vraiment. L'ennuyeux. Papa est mort un jeudi matin de février. Paisiblement, ont-ils dit, dans son sommeil. L'infirmière de l'hospice l'a trouvé en arrivant pour son service. Ses mains étaient jointes sur sa poitrine comme s'il s'était arrangé, prêt à partir. J'étais dans la grange quand Todd m'a appelé. Je m'en souviens parce que je tenais une clé à molette couverte de liquide hydraulique. Et quand mon téléphone a sonné et que j'ai vu son nom, ma première pensée n'a pas été pour papa. Ma première pensée a été de me demander ce que Todd avait besoin de me critiquer aujourd'hui. Il m'a dit de cette voix prudente que les gens utilisent lorsqu'ils annoncent des nouvelles qu'ils ont déjà traitées. Papa est décédé ce matin, Marc. Très paisiblement. J'ai déjà contacté le salon funéraire et parlé au pasteur Williams pour le service. Je vais m'occuper des arrangements. Tu te concentres juste sur le maintien de la ferme. J'ai dit, d'accord. J'ai raccroché. Je suis resté là, dans la grange, tenant cette clé à molette. Et j'ai réalisé que je ne savais pas ce que j'étais censé ressentir. Du soulagement qu'il ne souffre plus. Du chagrin qu'il soit parti. De la colère que même sa mort ait été gérée par Todd sans ma contribution. Surtout, je me sentais juste fatigué. Les funérailles ont eu lieu le lundi suivant. Une affaire de petite ville standard. Le pasteur Williams a dit de belles choses sur l'éthique de travail et la foi de papa. Todd a prononcé un éloge funèbre qui ressemblait à une conférence TED sur l'héritage et les valeurs. Il a mentionné la ferme 3 fois. Il m'a mentionné une fois en passant comme le « gardien dévoué de papa ». Je n'ai pas parlé. Personne ne me l'a demandé. Après le service, après le cimetière, après les innombrables poignées de main et les plats en cocotte des dames de l'église qui voulaient bien faire, Todd m'a pris à part sur le parking de l'église. Il avait cette expression qu'il prend quand il est sur le point de m'expliquer quelque chose comme si j'avais 5 ans. Nous devons rencontrer l'avocat de papa la semaine prochaine, a-t-il dit. Pour régler la succession. Tout mettre en ordre correctement. Son avocat est en ville. Je t'enverrai l'adresse par texto. Essaie d'avoir l'air présentable. D'accord. J'ai hoché la tête, je suis rentré chez moi, j'ai passé la soirée à regarder l'article 60B sur le site web du comté, qui n'avait pas changé en 3 mois. Toujours là. Projet d'infrastructure, modification du zonage, pas de nouvelles mises à jour. Le mardi suivant, j'ai conduit 2 heures jusqu'à la ville pour la réunion. Je portais les mêmes vêtements que j'avais portés aux funérailles. Mon seul pantalon kaki décent et une chemise boutonnée qui m'allait mieux avant que je ne commence à sauter des repas pour économiser de l'argent. Mes bottes étaient propres, mais c'était toujours des bottes de travail. Des Red Wings à bout d'acier qui avaient vu 1000 jours de travail à la ferme. L'avocat de Todd avait un bureau au 14e étage d'un immeuble en verre du centre-ville qui coûtait probablement plus cher par mois que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Tout était en chrome, en cuir et en art abstrait qui ressemblait à quelqu'un qui avait renversé de la peinture et facturé $20 000 pour ça. La réceptionniste, une femme au maquillage parfait et au sourire qui n'atteignait pas ses yeux, a regardé mes bottes comme si j'avais traîné du fumier. Elle m'a dit de m'asseoir, m'a offert de l'eau dans une bouteille qui coûtait probablement $5. Je l'ai prise parce que j'avais la gorge sèche et que je n'avais pas pris de petit déjeuner. Todd est arrivé 15 minutes plus tard. Costume 3 pièces, cravate assortie à sa pochette, cheveux qui avaient l'air d'avoir été coiffés par un professionnel, même s'il venait probablement de se lever comme ça. Il a serré la main de la réceptionniste comme s'ils étaient de vieux amis. L'a appelé par son prénom. Il m'a vu et son sourire s'est légèrement estompé. Salut, Marc. Content que tu aies pu venir. Il a regardé ma chemise. C'est bon. Ce ne sont que des affaires de famille. Rien de formel. L'avocat s'appelait Richard Clément.
Fin de la cinquantaine, cheveux argentés, poignée de main de politicien. Il avait un de ses bureaux d'angle avec des baies vitrées donnant sur la ville. Son bureau avait la taille de ma table de cuisine et coûtait probablement le même prix qu'une voiture d'occasion. Il nous a fait signe de nous asseoir dans des fauteuils en cuir trop confortables. Vous vous sentiez petit. Il avait un dossier devant lui avec le nom de papa dessus. Des intercalaires. Des notes autocollantes colorées. Une organisation professionnelle. Todd s'est assis, a croisé les jambes, l'air complètement à l'aise. Je me suis assis en avant, les mains sur les genoux, essayant de ne rien toucher de chair. Clément a commencé avec le discours habituel de l'avocat. Désolé pour votre perte. Votre père était un homme bon. Ce n'est qu'une formalité pour exécuter ses volontés. Il a ouvert le dossier, a brassé des papiers. Todd a jeté un coup d'œil à son téléphone, ne faisant même pas semblant d'être pleinement présent. Puis Clément a commencé à lire le testament. Les mots m'ont d'abord submergé comme un bruit de fond. Terminologie juridique, attendu que, ci-après, exécuteur testamentaire, et, bénéficiaire, mais ensuite les détails ont commencé à se préciser, aussi clairs qu'une cloche un matin froid. À mon fils Todd, je lègue la maison familiale et toutes les structures s'y trouvant, les terres agricoles principales consistant en 200 acres, plus ou moins, comme détaillé dans les documents d'arpentage ci-joints, tout l'équipement agricole, les véhicules et les machines, tout le bétail et les actifs associés, le contenu de tous les comptes bancaires et portefeuilles d'investissement à gérer comme il l'entend en sa qualité d'exécuteur testamentaire de cette succession. Clément a continué à lire, mais j'ai arrêté d'entendre les mots. Je faisais des calculs dans ma tête. 200 acres de bonnes terres agricoles de l'Iowa. Minimum $3000 l'acre. Probablement plus avec la façon dont les prix des terres avaient grimpé. C'était 1 million rien que là. La maison, la grange, l'équipement. Todd regardait un héritage de 3 millions de dollars. Facile. Clément s'est éclairci la gorge, m'a regardé directement pour la première fois. Et à mon fils aîné, Marc, je lègue la parcelle de terrain de 10 acres, plus ou moins, connue localement sous le nom de l'ancienne carrière Johnson, ladite parcelle étant titrée séparément et située à la limite et de la propriété familiale. Silence. Pas le bon genre de silence. Le genre où tout le monde pense la même chose, mais personne ne veut le dire à voix haute. On venait de me donner la terre à déchets. Le terrain vague. L'endroit où nous avions l'habitude de jeter le matériel cassé. Et d'oublier. 10 acres de rochers et de serpents à sonnette. Todd est resté silencieux pendant peut-être 5 secondes. Puis il a posé sa main sur mon épaule. Une sympathie lourde et performative. Marc, écoute, a-t-il dit assez fort pour que Clément l'entende clairement. Papa et moi en avons beaucoup parlé vers la fin. Il voulait s'assurer que tu aies quelque chose de gérable, quelque chose de simple. Pas d'impôt foncier compliqué, pas de gestion agricole, pas de maux de tête. Il m'a serré l'épaule. Je pouvais sentir le poids de sa bague universitaire pressée contre mon col. Tu as été sous beaucoup de stress, a-t-il continué. Papa l'a vu. Il voulait que tu aies quelque chose que tu puisses gérer. Juste un lopin de terre, ton propre espace, sans pression. Clément a hoché la tête, comme si cela avait un sens parfait. Todd a continué, prenant de l'ampleur maintenant, se convainquant autant que n'importe qui d'autre. Je veux dire, tu pourrais en faire ce que tu veux, a-t-il dit. Mettre une caravane là-bas, commencer une petite ferme de loisirs, peut-être y entreposer du matériel. Il a fait une pause et a ri doucement. Bon sang, tu pourrais en faire une décharge de pneus si tu voulais. Ton propre petit royaume de Camelot. Il l'a dit comme une blague. Mais nous avons tous entendu ce que c'était vraiment. C'est ta place, a dit Todd. Simple, facile, parfait pour toi. Clément a fait glisser des papiers sur son bureau coûteux. Plusieurs copies. Des onglets marqués de petits autocollants, signés ici, de couleur fluo. Transfert d'actes de propriété. Acceptation d'héritage. Documents fiscaux. Tout très officiel, tout très final. Il m'a tendu un stylo, en métal lourd, qui coûtait probablement plus cher que mon budget d'épicerie hebdomadaire. Le genre de stylo qui vous donne l'impression d'être important quand vous le tenez, le genre de stylo qui scelle votre destin avec de l'encre coûteuse. J'ai regardé le document d'acte de propriété, juste en haut. Description légale, numéro de parcelle, référence au registre du comté. Parcelle 60B.
La même parcelle que j'observais sur le site web du comté depuis 8 mois. La même parcelle liée à l'article 60B, projet d'infrastructure, modification du zonage, la chose qui n'arrêtait pas d'apparaître et de disparaître des ordres du jour des réunions comme un fantôme qui ne pouvait pas décider s'il était réel. Mon grand-père avait un autre dicton. Il en avait beaucoup. La plupart appris à la dure. Il disait, Marc, ne corrige jamais un imbécile quand il te rend service. Laisse-le croire qu'il gagne jusqu'au moment où tu encaisses le chèque. Todd me regardait avec pitié. Une pitié sincère. Il croyait vraiment qu'il faisait la bonne chose, protégeant son simple frère aîné des complexités de la vraie richesse et de la vraie responsabilité, me donnant quelque chose que je pouvais gérer avec mes capacités limitées. Clément attendait, le stylo en suspens sur ses propres documents, prêt à notarier une fois que j'aurais signé. J'ai pris ce stylo coûteux. Il était plus lourd que je ne l'avais prévu, équilibré, le genre d'outil qui vous donne l'impression que tout ce que vous signez doit être important. Todd me regardait. Je pouvais sentir ses yeux, attendant que j'objecte, que je discute, que je montre enfin un peu de courage et que je me batte pour ce que je méritais. Attendant que je prouve que j'étais exactement aussi simple qu'il le croyait. Je lui ai donné ce qu'il voulait. J'ai laissé mes épaules s'affaisser un peu, j'ai laissé mes mains trembler juste assez pour être perceptible lorsque j'ai touché le stylo au papier. J'ai signé lentement, avec soin, comme un homme qui sait qu'il se fait arnaquer mais qui n'a ni l'éducation ni le courage de se battre. Marc Aurèle a écrit que l'obstacle à l'action fait avancer l'action et que ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. J'y ai pensé en signant mon nom 3 fois, 4 fois, 5 fois sur des actes, des transferts et des documents fiscaux qui me donnaient la propriété légale de 10 acres de rochers sans valeur. Todd a vu la défaite dans mes yeux, la résignation, l'acceptation de ma place dans la hiérarchie familiale, l'ouvrier reconnaissant la reine. Il n'a pas vu la calculatrice tourner dans ma tête. Il ne m'a pas vu faire le calcul des projets d'infrastructure, des modifications de zonage et des périodes de consultation publique qui s'étalaient sur 8 mois de mardi soir. Il ne m'a pas vu calculer ce que cela signifie lorsque le gouvernement passe autant de temps et de paperasse sur 10 acres de terrain vague. J'ai rendu le stylo à Clément. Il a notarié les documents avec une efficacité exercée. Tampon, tampon, signature. Fait. Il a fait des copies, les a glissées dans des dossiers, m'a remis le mien dans une simple enveloppe manille qui semblait mince comparée au épais portefeuille en cuir qu'il a remis à Todd. Félicitations, a dit Clément. La succession est réglée. Todd s'est levé, a redressé sa veste, a serré la main de Clément avec cette poignée ferme qui disait « Homme d'affaires prospère ». Puis il s'est tourné vers moi, a posé ses 2 mains sur mes épaules comme un entraîneur consolant un joueur qui vient de perdre un gros match. « Je sais que ce n'est pas ce que tu attendais », a-t-il dit. Mais papa savait ce qu'il faisait. Crois-moi, c'est mieux pour toi. Plus simple. Tu verras. J'ai hoché la tête, j'ai réussi un faible sourire, j'ai joué mon rôle. Todd m'a accompagné jusqu'à l'ascenseur, a appuyé sur le bouton pour moi comme si je ne savais peut-être pas comment. M'a dit de conduire prudemment, de prendre soin de moi, d'appeler si j'avais besoin de quelque chose. Les portes de l'ascenseur se sont refermées sur son visage, compatissant et satisfait. J'ai descendu 14 étages seul dans cet ascenseur en verre, regardant la ville rétrécir en dessous de moi. Je tenais cette enveloppe manille avec mon acte de propriété pour 10 acres de terrain vague. Parcelle 60B. La même parcelle dont quelqu'un au niveau du comté se souciait assez pour continuer à en parler réunion après réunion. La même parcelle liée à un projet d'infrastructure que personne n'avait encore expliqué. La même parcelle que mon grand-père aurait qualifiée d'intéressante. Todd pensait qu'il avait gagné. Pensait qu'il m'avait parfaitement géré. Protéger l'héritage de papa de mon incompétence. Assurer une fortune familiale pour lui-même tout en me donnant juste assez pour que je me sente inclus. Il pensait que j'étais vaincu. Je suis sorti de cet immeuble dans le froid de février. J'ai récupéré ma camionnette de 20 ans qui était garée à côté d'une rangée de Mercedes et de BMW. Je suis resté assis là, sur le siège du conducteur, le moteur en marche. Il remplissait lentement l'habitacle. J'ai ouvert l'enveloppe manille, j'ai sorti l'acte, j'ai relu la description légale une fois de plus juste pour être sûr. 10 acres, ancienne carrière Johnson, parcelle 60B. La mienne maintenant, légalement, en permanence, signée, notariée et enregistrée auprès du comté. Je ne savais pas encore ce que signifiait l'article 60B. Je ne savais pas si mes soupçons étaient fondés ou si j'étais juste un homme désespéré qui se raccrochait à des brindilles,
essayant de trouver un sens à une paperasse bureaucratique qui pourrait ne rien signifier. Mais je savais une chose avec certitude. Todd venait de me donner le seul lopin de terre familial autour duquel le gouvernement du comté dansait depuis 8 mois. Le seul morceau dont ils ne pouvaient s'empêcher de parler lors de leurs ennuyeuses réunions du mardi soir. Le seul morceau que quelqu'un, quelque part, pensait assez important pour nécessiter des modifications de zonage, une planification d'infrastructures et des périodes de consultation publique prolongées. Et il me l'avait donné en l'appelant Camelot. En riant des décharges de pneus et des royaumes d'ordures. En me plaignant d'être trop simple pour gérer quoi que ce soit de plus compliqué. J'ai plié l'acte avec soin, je l'ai remis dans l'enveloppe, je l'ai posé sur le siège passager, puis j'ai conduit jusqu'à la maison. 2 heures à travers les terres agricoles de l'Iowa en février, des champs gelés et bruns, un ciel de la couleur du béton ancien. Je n'ai pas allumé la radio, j'ai juste conduit, pensé et fait des calculs dans ma tête qui pourraient tout signifier ou ne rien signifier. Quand je suis rentré à la ferme de Todd maintenant, je suis passé devant la maison principale sans m'arrêter. Je suis passé devant la grange, le hangar à matériel et les pâturages qui étaient autrefois ma préoccupation. J'ai conduit jusqu'à l'extrême et de la propriété, jusqu'à l'ancienne carrière, mes 10 acres, je me suis garé au bout du chemin de terre. Je suis sorti, j'ai traversé le sol gelé et l'herbe morte jusqu'à ce que je sois au milieu de mon héritage. Des rochers, du matériel cassé, des broussailles perçant la neige, le vent coupant à travers l'espace ouvert sans rien pour l'arrêter. Le genre de terre qui n'a jamais rendu personne riche, qui n'a jamais rien fait pousser qui vaille la peine d'être récolté, qui n'a jamais rien fait d'autre que d'être là, inutile. Je me suis tenu au centre de mon royaume de terres inutiles, et je n'ai pas souri. Pas encore. Mais j'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert le site web du comté, j'ai vérifié l'article 60B une fois de plus. Toujours là, toujours en attente, toujours mystérieux, toujours à moi. Un mois a passé, puis une autre semaine, puis un autre mardi. Todd s'est occupé d'être un expert. Il a mis la ferme en vente sur Zillow avec des photos professionnelles qui donnaient l'impression que 200 acres de terre de l'Iowa ressemblaient à quelque chose d'un magazine de style de vie. Il publiait sur Facebook tous les quelques jours, des photos de lui appuyé contre sa Lexus avec la grange en arrière-plan, des légendes sur l'héritage familial, la gestion et l'honneur de la mémoire de papa. Il a eu beaucoup de « j'aime » de la part de gens qui le trouvaient inspirant. Moi, je n'ai rien fait. Absolument rien. Chaque matin, je préparais un thermos de café, je conduisais ma camionnette déglinguée jusqu'à l'extrême et de la propriété, et je m'asseyais sur le haillon de mon camion, fixant 10 acres de rochers et d'herbes mortes. Parfois, je parcourais le périmètre, je comptais les rochers, je regardais le châssis de tracteur rouillé qui était là depuis avant ma naissance. Mon copain Ray du magasin d'aliments pour animaux m'a demandé une fois ce que je faisais là-bas. Je lui ai dit que je réfléchissais. Il a dit, « Tu réfléchis à quoi ?» J'ai dit à savoir si une terre inutile est vraiment inutile si quelqu'un est prêt à la mettre dans un testament. Il m'a regardé comme si j'étais devenu fou de chagrin. Le plus difficile au poker, c'est de rester immobile quand on sait qu'on a une quinte flush royale. On ne peut pas sourire, on ne peut pas s'agiter, on ne peut donner aucune indication qu'on est sur le point de rafler tous les jetons sur la table. On reste juste assis là, calme, attendant que tous les autres se ruinent en pariant. J'étais assis, j'attendais. Chaque mardi soir, je vérifiais le site web du comté. L'article 60B était toujours là, toujours en attente, toujours exaspérément vague. Projet d'infrastructure, modification du zonage, période de consultation publique prolongée pour la 4e fois. Quelque chose de grand se préparait. Je pouvais le sentir comme on sent une tempête se préparer même lorsque le ciel est encore bleu. Puis, un mardi de fin mars, c'est arrivé. J'étais dans mon cottage en train de manger des restes de chili directement dans la marmite parce que je n'avais pas fait la vaisselle depuis 3 jours lorsque mon téléphone a vibré avec une alerte d'actualité. L'application de nouvelles locales. Le genre de notification que j'ignorais habituellement parce qu'il s'agissait toujours de basketball de lycée ou de disputes au conseil municipal sur les panneaux d'arrêt. Celle-ci était différente. Le comté approuve les plans finaux pour le nouveau corridor de l'Interstate 82. La construction commencera en 2026. Mes mains ont arrêté de bouger. La cuillère à mi-chemin de ma bouche. Le chili refroidissant dans la marmite. J'ai cliqué sur l'article, j'ai commencé à lire, puis j'ai lu plus vite. Puis j'ai posé la cuillère et je l'ai relu depuis le début parce que mon cerveau ne pouvait pas traiter ce que mes yeux voyaient. L'État planifiait une nouvelle autoroute depuis 5 ans.
LIL 82. Une artère majeure qui relierait notre comté à 3 États voisins. Le genre de projet qui coûte des milliards et change des régions entières pour toujours. Le genre de projet qui nécessite des études environnementales, une approbation fédérale et des années de manœuvres bureaucratiques silencieuses avant que quiconque ne sache même que cela se produit. Et il venait de publier les cartes de l'itinéraire final. J'ai cliqué sur le site web du service d'urbanisme du comté, j'ai téléchargé le PDF, 73 pages de dessins techniques et de spécifications d'ingénierie. J'ai fait défiler page après page de données d'arpentage et de projection de trafic jusqu'à ce que je trouve la section des cartes. C'était là, une épaisse ligne rouge traversant le comté, l'Interstate 82, et marqué en bleu vif tous les 16 km environ, les emplacements des échangeurs, les endroits où les routes régulières se connecteraient à l'autoroute. Les bretelles de sortie, les bretelles d'accès, les endroits où toute l'activité commerciale se concentrerait. La sortie 24 était marquée sur le côté et de notre canton. J'ai zoomé sur la carte, j'ai regardé les numéros de parcelles indiqués dans la légende. Parcelle 60B. Mes 10 acres. Ma terre à déchets. Mon royaume de rochers et de serpents à sonnettes. Il ne construisait pas une sortie près de ma terre. Il la construisait sur ma terre. L'échangeur complet, le trèfle complet, les bretelles d'accès et de sortie et les voies de fusion, un zonage commercial sur un quart de mile dans toutes les directions. Des stations-service, des restaurants, des hôtels, tout l'écosystème qui surgit autour des sorties d'autoroute comme des champignons après la pluie. Et la ferme de Todd, ses 200 magnifiques acres, son héritage de 3 millions de dollars. J'ai fait défiler la carte légèrement vers l'ouest, j'ai trouvé sa propriété. Elle se trouvait juste à l'extérieur de la zone commerciale, assez proche pour entendre chaque camion qui passait, assez proche pour sentir les fumées de diesel et voir la lueur des lumières des stations-service la nuit, mais trop loin de la sortie réelle pour avoir une quelconque valeur pour les promoteurs. Le terme technique est « ombre acoustique ». Assez proche pour avoir tout le bruit, le trafic et les tracas. Pas assez proche pour avoir l'argent. Ils avaient pris les terres agricoles familiales vierges de Todd et les avaient transformées en le pire des deux mondes. Une propriété rurale avec des problèmes urbains. Pas de paix et de tranquillité, pas d'accès commercial, juste un rugissement constant en arrière-plan de semi-remorques transportant des marchandises à travers 3 États. Son annonce sur Zillow est devenue sans valeur. Personne ne veut acheter une ferme où l'on entend le trafic de l'autoroute depuis le porche. Je suis resté assis là, dans ma cuisine, le chili complètement oublié, fixant cette carte sur l'écran de mon téléphone, le cercle bleu vif marqué, sortie 24, se trouvant directement au-dessus de la parcelle 60B. 10 acres que Todd avait qualifiés de Camelot, qu'il m'avait donné par pitié, dont il avait ri en suggérant que j'en fasse une décharge de pneus. 10 acres qui étaient sur le point de devenir l'immobilier commercial le plus précieux du comté. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, indicatif régional de Houston. J'ai failli ne pas répondre. Je n'aimais pas parler à des inconnus et je supposais que c'était un appel indésirable concernant la garantie prolongée de ma voiture. Mais quelque chose m'a fait décrocher. Peut-être la curiosité. Peut-être le destin. Peut-être que je voulais juste entendre une autre voix humaine pour confirmer que je n'hallucinais pas toute cette situation. J'ai répondu, allô. La voix à l'autre bout était douce. Accent professionnel du Texas. Monsieur Mark, je m'appelle David Hutchkin et je représente la BUC-ES Corporation. Nous comprenons que vous possédez une propriété très intéressante sur le corridor de LIL 82 prévu et nous aimerions discuter de son avenir avec vous. Pour ceux qui ne le savent pas, BUC-ES est une chaîne de centres de voyage basée au Texas qui ressemble moins à des stations-service qu'à des temples de l'excès américains. Ils sont massifs, propres, célèbres pour leurs salles de bain et leurs sandwichs à la poitrine de bœuf. Le genre d'endroit qui devient une destination plutôt qu'un simple arrêt. Et il m'appelait pour ma terre à déchets. Je lui ai dit que j'écoutais. Il a dit qu'il suivait le projet IL 82 depuis 3 ans, qu'ils avaient des gens qui surveillaient chaque réunion du comté et chaque session de planification. Ils étaient au courant de la sortie 24 avant même qu'elle ne soit officiellement annoncée et ils voulaient avoir la première chance d'acheter des emplacements commerciaux de premier ordre le long du corridor. Il a dit, votre propriété est exactement ce que nous recherchons. Nous aimerions vous faire une offre très généreuse. J'ai demandé à quel point généreuse. Il a dit 10 millions de dollars en espèces, clôture en 30 jours. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais rien dire. Mon cerveau avait cessé de fonctionner. 10 millions de dollars pour 10 acres de rochers.
Il a comblé le silence, a dit, « Monsieur Marc, je sais que c'est beaucoup à digérer. Prenez votre temps. Réfléchissez-y. Nous sommes prêts à être très flexibles sur les conditions. Nous voulons vraiment cet emplacement. » J'ai dit que j'y réfléchirais. Il a dit qu'il rappellerait dans 2 jours. M'a donné son numéro direct. M'a dit de ne parler à personne d'autre avant que nous ne nous reparlions. J'ai raccroché, j'ai posé mon téléphone sur la table de la cuisine comme s'il était fait de quelque chose de fragile et d'explosif. Puis j'ai fait ce que mon grand-père m'a appris à faire quand quelqu'un vous offre beaucoup d'argent. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas appelé Todd. Je n'ai pas appelé un avocat. Je n'ai rien dit à personne. J'ai juste attendu. Parce que si Bucqueès voulait ma terre assez pour offrir 10 millions de dollars à vue de nez, d'autres personnes la voudraient aussi. Et en Amérique, quand plusieurs personnes riches veulent la même chose, le prix augmente. 2 jours plus tard, David de Bucqueès a rappelé, a demandé si j'avais réfléchi à leur offre. J'ai dit que oui. J'ai dit que 10 millions de dollars, c'était généreux, mais que j'avais besoin de temps pour examiner toutes mes options. Il y a eu une pause. Puis il a dit, « Quelles options ?» J'ai dit, « Les options que je suis sûr d'avoir une fois que la nouvelle de cet emplacement se répandra. » Une autre pause. Plus longue cette fois. Puis il a ri. Pas un rire méchant, un rire qui disait qu'il reconnaissait qu'il avait affaire à quelqu'un de plus intelligent qu'il ne s'y attendait. Il a dit, « Monsieur Marc, que faudrait-il pour conclure cette affaire aujourd'hui ?» J'ai dit que je n'étais pas sûr. Il a dit, 12 millions, offre finale. J'ai dit que je le rappellerais. Il n'a pas semblé content de ça, mais il a dit d'accord. Cet après-midi-là, mon téléphone a de nouveau sonné. Numéro différent, indicatif régional de l'Oklahoma, voix de femme cette fois. Très poli, a dit qu'elle appelait au nom de Loves Travel Stop. A dit qu'ils avaient entendu dire que je pourrais envisager des offres pour une propriété près de la sortie 24. A dit qu'ils aimeraient mettre fin à la conversation. J'ai dit que j'écoutais. Elle a dit 14 millions. Le lendemain, Circle K a appelé, 15 millions. C'était comme regarder des chiens se battre pour un os, sauf que les chiens étaient des sociétés valant des milliards de dollars et l'os était ma terre à déchets. J'ai fait ce que je fais toujours quand je travaille sur un problème de moteur compliqué. Je n'ai rien touché. J'ai juste écouté, j'ai entendu ce que chaque pièce me disait, j'ai attendu que le système révèle ce dont il avait besoin. Ce dont il avait besoin, c'était d'un avocat, un vrai, pas Richard Clement avec son bureau coûteux et sa loyauté envers Todd. Quelqu'un qui comprenait les transactions foncières et les négociations d'entreprise et comment dire non en termes juridiques. J'ai engagé un gars nommé Foster. Son bureau était dans la capitale de l'État. Il facturait 1000 dollars de l'heure, ce qui m'a rendu nauséeux jusqu'à ce qu'il m'explique que son travail consistait à me coûter de l'argent en horaires pour que je puisse gagner des millions en prix d'achat. Il a dit, pensez à moi comme à une machinerie coûteuse. Vous n'achetez pas une moissonneuse-batteuse parce qu'elle est bon marché. Vous l'achetez parce qu'elle vous rapporte de l'argent. Foster a dit la même chose aux 3 sociétés. Mon client étudie les offres. Soumettez votre meilleure et dernière offre d'ici vendredi. Un seul coup. Pas de négociation après ça. Vendredi est arrivé. Les offres sont arrivées. 20 millions de dollars, 850 000 dollars. Loves a offert 20 millions de dollars, 500 000 dollars. Circle K a offert 19,2. Foster m'a appelé. A dit que Bucqueès avait gagné. A dit qu'il voulait conclure en 3 semaines. A dit félicitations. Vous venez de devenir un homme très riche. Comment voulez-vous procéder? J'ai dit procéder. Acceptez leur offre. Rédigez les contrats et ne dites à personne qui n'a pas besoin de savoir. 3 semaines plus tard, j'ai signé des papiers dans le bureau de Foster. Un autre type de bureau que celui de Clement. Moins de verre et de chrome. Plus de bois et de cuir usé. Du vrai travail se faisait ici, au lieu de juste du théâtre. L'argent a atteint mon compte 2 heures après que j'ai signé. 20 850 000 dollars après les honoraires de Foster, les impôts et diverses autres bouchées. Je dégagerai environ 14 millions de dollars, 14 millions de dollars pour 10 acres de terrain vague, pour une propriété que Todd m'avait donnée par pitié en riant des décharges de pneus. J'aurais dû me sentir triomphant. J'aurais dû me sentir vengé. J'aurais dû ressentir quelque chose de grand et de dramatique. Surtout,
je me sentais juste fatigué et peut-être un peu triste parce que toute cette situation était la preuve de quelque chose que je savais déjà mais que je ne voulais pas être vrai. Mon frère pensait vraiment que j'étais stupide. Il avait vraiment manipulé papa contre moi. Il avait vraiment cru sa propre histoire sur le fait d'être plus intelligent, meilleur et plus méritant. Et il s'était trompé sur tout. J'étais assis dans notre restaurant local 3 jours après la clôture de la vente. Café et œufs. Mardi matin. Calme. Puis Todd est entré. Pas entré. A fait irruption. Son costume était froissé. Son visage était rouge. Sa coupe de cheveux coûteux semblait avoir été passée dans ses mains pendant des heures. Il m'a vu. Est venu directement à ma table. S'est tenu là, respirant fort comme s'il venait de courir un marathon. Les gens dans le restaurant se sont tus. Les petites villes aiment le drame presque autant qu'elles aiment les potins. Todd ne s'est pas assis. Il est juste resté là, me fixant avec quelque chose entre la fureur et la trahison dans ses yeux. Il a dit, « Tu savais. » Sa voix tremblait. « Tu savais tout le temps. » À propos de l'autoroute, de la sortie. Tu as manipulé papa. Tu m'as piégé. Tu m'as laissé croire que tu étais trop stupide pour comprendre ce qui se passait. Et tu m'as joué comme un imbécile. J'ai bu une gorgée de café. Ce n'était pas un très bon café, mais il était chaud. Todd a continué, sa voix devenant plus forte. A dit, je vais contester le testament. Prouver que tu as eu une influence indue. Cette propriété était un bien familial. Tu ne peux pas simplement la prendre. Je vais te poursuivre en justice. Je vais te traîner devant tous les tribunaux de l'État jusqu'à ce que justice soit rendue. J'ai posé ma tasse de café. Je l'ai regardé un long moment. Puis j'ai parlé pour la première fois depuis qu'il était entré. J'ai dit, Todd, tu étais l'exécuteur testamentaire. Tu avais la procuration. Tu as rédigé le testament avec ton ami avocat Clément. Tu as décidé qui obtenait quoi. Tu m'as donné cette terre. Tu l'as qualifiée de Camelot. Tu as suggéré que j'en fasse une décharge de pneus. Tu te souviens de ça? Ton propre petit royaume de Camelot. Ce sont tes mots exacts. Son visage est devenu encore plus rouge. Je me suis légèrement penché en avant, j'ai gardé ma voix calme et j'ai dit, et tu sais quoi, Todd? Je t'ai cru. Tu es l'expert, n'est-ce pas? Le génie de l'immobilier, l'homme d'affaires prospère. Je ne suis que le mécano qui répare les tracteurs. Alors, quand tu m'as dit que cette terre ne valait rien, je t'ai cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Tu es le plus intelligent. Papa l'a toujours dit. J'ai fait une pause, j'ai laissé ça s'installer, j'ai dit, la vérité, c'est que je suis content que tu aies été l'expert. Parce que si tu avais été un travailleur à la place, tu aurais peut-être lu ces procès-verbaux ennuyeux du conseil de comté tous les mardis soirs. Tu aurais peut-être remarqué l'article 60B qui y figurait depuis 8 mois. Tu te serais peut-être demandé pourquoi le gouvernement continuait de parler d'une minuscule parcelle de terrain vague. Mais tu ne peux pas faire ça, Todd. Tu étais trop occupé à lire le Wall Street Journal. J'ai bu une autre gorgée de café, j'ai laissé le silence s'étirer et j'ai dit, et même si tu l'avais remarqué, tu aurais dû te soucier assez de la paperasse ennuyeuse pour creuser plus profondément. Tu aurais dû comprendre que parfois les informations les plus précieuses sont enveloppées dans le langage le plus terne. Tu aurais dû penser comme quelqu'un qui travaille avec ses mains et qui prête attention aux petits détails au lieu de quelqu'un qui gagne de l'argent et ne voit que les grandes images. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit, mais tu ne pouvais pas faire ça, Todd, parce qu'il n'y a pas d'image dans les procès-verbaux du conseil de comté, pas de graphique, pas de tendance du marché, juste des mots ennuyeux sur le zonage et l'infrastructure. Et tu ne lis pas les choses ennuyeuses. Tu lis des choses excitantes, des choses sophistiquées, des choses qui te donnent l'impression d'être intelligent. Il est resté là, la bouche s'ouvrant et se fermant, aucun mot ne sortant. J'ai dit, vas-y, poursuis-moi en justice. Gaspille ton argent en avocat, mais tu vas perdre. Parce que chaque document porte ta signature. Tu m'as donné cette terre légalement, correctement, en pleine connaissance de cause et avec ton consentement. Le fait que tu ne savais pas ce qu'elle valait fait simplement de toi un mauvais agent immobilier, pas une victime de fraude. Todd s'est retourné, est sorti, n'a pas dit un mot de plus. Le restaurant est resté silencieux jusqu'à ce que sa Lexus sorte en trombe du parking. Puis tout le monde a commencé à parler en même temps. Il m'a poursuivi en justice.
bien sûr qu'il l'a fait. Il a déposé des documents alléguant une influence indue, une fraude par dissimulation et environ 6 autres termes juridiques qui se résumèrent « On m'a surpassé et je suis en colère ». Son affaire a duré 4 mois, lui a coûté probablement 200 000 $ en frais de justice. Le juge l'a rejeté en référé. A dit que l'ignorance de la valeur de la propriété n'est pas un motif pour annuler un transfert légal. A dit que si chaque personne qui a vendu un terrain pour moins que ce qu'il valait pouvait poursuivre en justice, toute l'industrie immobilière s'effondrerait. La ferme de Todd est toujours sur Zillow. Le prix a baissé 3 fois. Personne n'en veut. Trop bruyant. Trop près de l'autoroute, mais pas assez près pour que ça compte. Moi, j'ai acheté un petit ranch dans le Wyoming. Rien d'extraordinaire. 300 acres d'herbe, de montagne et de silence. Pas de voisins, pas de circulation, pas de frères. Je me lève tous les matins et je n'entends pas le bruit de l'autoroute, je ne sens pas les fumées de diesel et je n'ai affaire à personne qui me traite de stupide. Parfois, je pense à papa, je me demande s'il savait, si Todd l'avait vraiment convaincu que j'étais incompétent ou si papa était au courant d'une manière ou d'une autre. Je ne le saurai jamais. Il a emporté cette réponse avec lui. Mais je sais ceci. Papa s'est trompé sur une chose. Il ne s'agit pas de savoir si l'on travaille ou si l'on gagne de l'argent. Il ne s'agit pas de vos mains ou de votre tête. Il s'agit de ce à quoi vous prêtez attention. Todd prêtait attention aux signes du dollar, aux tendances du marché, à l'apparence du succès pour les photos de Facebook. Il prêtait attention à toutes les choses excitantes. J'ai prêté attention aux choses ennuyeuses, à la paperasse, aux détails, aux choses que personne ne veut lire parce que c'est fastidieux, technique et que ça vous endort. Mon grand-père avait raison. L'argent se cache dans des endroits ennuyeux, dans les procès-verbaux du conseil de comté, les notes du comité de zonage et les études d'impact environnemental que personne ne lit parce qu'elles font 73 pages de jargon d'ingénierie. Le monde entier est occupé à regarder des choses excitantes. Le marché boursier, le cycle de l'actualité, les médias sociaux. Tout le monde veut être diverti, informé, engagé. Personne ne veut s'ennuyer. Mais l'ennui, c'est là que se trouve l'argent. L'ennui, c'est là que se trouve la vérité. L'ennui, c'est là que les gens cachent les choses qu'ils ne veulent pas que vous remarquiez. Todd m'a traité de stupide pendant 20 ans. M'a traité de simple. M'a traité d'incapable de comprendre des choses complexes. Il avait raison sur une chose. Je suis simple. Je répare des tracteurs. Je lis des documents ennuyeux. Je bois du mauvais café et je n'ai pas de diplôme universitaire, mais j'ai prêté attention. Et à la fin, c'est tout ce qui comptait. Je possède un ranch dans le Wyoming maintenant. Je l'ai acheté en espèces. Todd possède une ferme que personne ne veut. Il l'a achetée avec de l'héritage et de l'arrogance. Nous ne nous parlons plus. Ça ne me manque pas. Parfois, les matins clairs, je me tiens sur mon porche dans le Wyoming et je regarde les montagnes qui sont là depuis des millions d'années. Elles ne se soucient pas de l'argent, de la famille, de qui est intelligent et qui est stupide. Elles existent simplement. Permanentes, indifférentes, réelles. Je pense à l'article 60B. À la façon dont une seule ligne dans un document ennuyeux a changé toute ma vie. À la façon dont le conseil de mon grand-père, donné des décennies auparavant à un gamin de 15 ans, s'est avéré valoir 14 millions de $. Prête attention aux choses ennuyeuses parce que l'ennui est l'endroit où se cache la vérité. Et je pense à Todd, où qu'il soit, probablement en train de lire le Wall Street Journal, toujours à la recherche d'opportunités excitantes, manquant toujours tout ce qui compte parce que c'est enveloppé dans un langage trop terne pour retenir son attention. Je n'ai pas pitié de lui. J'ai pitié de tous ceux qui pensent que le succès signifie être excitant, qui pensent que l'intelligence signifie savoir des choses impressionnantes, qui pensent que la sagesse vient de la sophistication au lieu de s'asseoir et de lire la paperasse que tout le monde ignore. Papa a divisé le monde en gens qui travaillent et en gens qui gagnent de l'argent. Il s'est trompé. La vraie division est plus simple. Les gens qui prêtent attention et les gens qui ne le font pas. J'ai prêté attention. J'ai gagné. C'est toute l'histoire.